C'est parti. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette room qui a lieu maintenant depuis un certain nombre de semaines et qui s'amplifie. On va vous expliquer bien évidemment comment tout ça se passe sous le signe du bien-être depuis le début de la semaine. Hier soir, nous étions dans le flow avec Fanny Walter. Ce soir, nous parlerons du stress avec Stéphanie Haïch. Comment faire du stress un allié? Alors, si l'on peut aujourd'hui tous s'exprimer, tous partager, échanger, parce que c'est ça le principe, c'est grâce à finalement une double congruence que l'on doit au speakers.com, chapeauté par le capitaine Éric Blot, avec des vents variables, mais au beau fixe, et puis par la CFP, l'association, l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, avec l'innovant Philippe Boulanger, pour nous raconter un peu comment tout cela a été possible. Philippe. Oui, alors je te demande un instant, je viens de commettre une erreur, j'ai pas arrêté mon téléphone, on va laisser plutôt la parole à Eric le temps que je gère ça. Eric, donc, alors, je reprends, on vire de bord. Souquet ferme, matelot. Donc, l'idée pour les speakers, c'est chaque jour de pouvoir mettre en scène virtuellement sur Clubhouse et sur Zoom en parallèle un ou plusieurs conférenciers, et tout ça animé par un maître de cérémonie. Donc, en fait, en gros, on attend que les événements dans la vraie vie reprennent, et en attendant, on occupe la scène. Et puis, on en profite pour faire tourner et monter sur scène nos experts qui apportent évidemment beaucoup de contenu chaque soir à 18h30. Philippe, de ton côté, Stéphane, téléphone réglé? Oui, alors le téléphone est réglé maintenant, ça y est, je l'ai mis sur silencieux. Donc c'est une règle de base quand on est en conférence, c'est effectivement de couper son téléphone ou de le mettre en mode silencieux. Et j'avais omis cet aspect-là aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait, c'est réglé. Eric a effectivement très bien présenté l'initiative commune que nous avons sur Clubhouse avec cette passerelle Zoom que nous mettons en place. Alors je rappelle que là en ce moment sur Zoom, nous avons à la fois Christian et Stéphane qui sont en vidéo, qui sont enregistrés, et l'ensemble de cette room est enregistré et va être disponible ensuite, après la room, sur la chaîne YouTube de l'AFCP. Donc, on utilise effectivement les moyens technologiques à notre disposition de la manière la plus sympa possible, de manière à avoir quelque chose qui a de la pêche. Mais la technologie ne suffit pas, il nous faut des intervenants qui déchirent, et aujourd'hui, c'est toi, Christian, et toi, Stéphane. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci Philippe. Alors, ce soir, c'est très simple. On va faire quelque chose qui est très bienveillant, qui est fait pour vous, mais qui va se faire avec vous. On va faire quelque chose de très interactif. On prend soin les uns des autres. Chaque soir, des intervenants différents. Demain soir, vous ne nous verrez plus. Vous en verrez d'autres qui sont tout aussi intéressant, peut-être même plus talentueux, allez savoir, c'est le suspense et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous trouverez ce que vous y apportez et également ce que nous allons vous proposer. L'idée étant de prendre notre bien en urgence et non notre mal en patience. Chasseur de stress, c'est comme ça que Stéphane Haïch se définit. Comment as-tu trouvé ce titre, Stéphane ? On parlait d'intuition hier. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On parlait d'intuition hier avec Fanny, justement. C'est venu comme une évidence. Et puis, le jour où j'ai déposé ma marque, tout le monde avait l'impression qu'elle existait depuis des années, depuis toujours. Donc, chasseur de stress, c'est devenu une manière d'être et une posture plus qu'une marque, d'ailleurs. Alors, avant de vous présenter Stéphane plus en détail, j'aimerais vous rappeler cette anecdote que beaucoup d'entre vous doivent connaître. On est en 1880. La scène se passe dans un grand théâtre parisien, les années un peu folles, avec les premiers spectacles qui sont vraiment très courus, les premières stars. Et la plus connue de toutes les stars à cette époque-là, c'est une femme. Elle s'appelle Sarah Bernhardt. Au sortir de la représentation, elle rejoint le bar qui est à côté parce qu'elle est invitée, elle est célébrée. Et puis se trouve une toute jeune comédienne qui, elle, a vraiment très envie de détrôner la star. Et la discussion s'écoule comme ça. Et on en vient à parler du trac, évidemment, pour une grande artiste. Et la jeune comédienne dit, mais je ne sais pas comment vous faites parce que moi, finalement,
j'ai jamais le trac. Et Sarah Bernard a cette réponse cinglante, cuisante, et elle lui dit, vous verrez, ça viendra avec le talent. Eh bien, tout ceci pour vous dire que le trac, le stress, peu importe comment on les appelle, sont des appellations non contrôlées. Ça n'est pas une question de compétence. Chacun, chacune peut être touché au passé, au présent, au futur. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera sûrement encore. Alors, Stéphane, tu es chasseur de stress. Toi, tu as touché le stress de près, voire même d'un peu trop près. On va essayer de voir ça avec ton parcours et avec tous les conseils que tu vas nous donner pour apprivoiser le stress et essayer d'en faire un ami. Mais au-delà de ça, ce que nous allons faire, c'est avoir votre sentiment à vous toutes, à vous tous, avoir votre définition, avoir vos retours par rapport aux petites expériences qu'on va vous proposer. Stéphane, tu as un début de carrière dans une agence de voyage, de tourisme. Tu es déjà tourné vers les autres à cette époque-là. Oui, j'ai commencé dans le groupe PSA. Je m'occupais des lancements de voitures et de ce qu'on appelle les voyages incentives, qui aujourd'hui n'existent plus. Évidemment, oui, mon métier était de réunir des gens pour leur faire du bien, pour les récompenser en l'occurrence, et puis pour créer des émotions. Et je crois que c'est le fil conducteur de toute ma carrière professionnelle, puisque j'en suis aujourd'hui à mon 6e métier. Et le fil conducteur est toujours le même: créer de l'émotion, créer du lien, et aujourd'hui faire du bien. Alors, Stéphane est comme les chats, il a plusieurs vies. On passe à la deuxième vie de Stéphane. Ça se passe dans les années 90. Et là, tu participes à la création d'un groupe de communication. C'est quoi exactement ce groupe et vous y faites quoi? Alors, à l'époque, je me suis associé avec 2 personnes qui étaient les créateurs de la Murder Party en France. Et pour celles et ceux qui connaissent, les Cluedo grandeur nature, les jeux de rôle grandeur nature. Et donc cette agence s'appelait Intelligentsia Communication, et c'est un petit groupe qui est devenu rapidement assez gros, et dans lequel j'ai créé à l'époque une filiale qui s'appelait Master Games, et qui a été la première agence d'événements ludiques, qui reposait principalement sur la création de jeux de rôle, de Murder Party et de théâtre d'entreprise, qui était tout à fait innovant à l'époque, dans les années 90. Et malheureusement, cette agence a connu les déboires de la guerre du Golfe. Et on a, avec 3 salariés de cette agence, on est reparti. On a créé une belle renaissance en créant une petite agence qui s'appelait Locomotive, et qui était organisatrice de campagnes de communication et de motivation, d'où le nom Locomotive, et qui est au bout d'un moment devenu un peu loco, puisque l'idée c'était d'être un peu fou et de communiquer notre folie. Malheureusement, eh bien, les déboires de la vie ont fait qu'on s'est séparés, et que je suis passé du statut de chef d'entreprise à salarié, en rentrant à l'époque dans le groupe Gaz de France, dans la filiale du groupe Gaz de France, qui avait une agence de communication, mais qui était externe, qui s'appelait Zig à l'époque, et qui a été ensuite racheté par le groupe McCann Erickson. McCann Erickson, c'est parce que je le vaux bien, c'est what else. Donc je suis rentré comme responsable de l'événementiel, et puis j'ai terminé en 2013 comme DGA de la filiale du groupe McCann qui s'occupait de l'événementiel et de la communication corporate. Donc avant, j'étais de Alors là, l'autre McCann, c'est 17 ans de parcours. Tu es rentré un peu en bas de l'échelle pour finir tout à fait en haut. Quel était le niveau de stress dans cette agence? Alors, j'étais quelqu'un qui déjà gérait très très mal son stress. Je ne savais même pas, je mettais pas de mots d'ailleurs sur mon stress. Je ne disais jamais que je vivais du stress. Je disais, je suis speed. J'aime bien que les choses aillent vite. Et en fait, je suis rentré dans le monde de l'événementiel, pour que vous le sachiez. Le monde de l'événementiel, le métier d'organisateur d'événements est le 5e métier le plus stressant au monde, après police, pompiers, pilote de ligne et l'armée. Alors, rien à voir avec les 4 premiers métiers, mais pourquoi? On va voir un peu plus tard d'ailleurs pourquoi ce métier-là est aussi stressant. Et le 6e métier le plus stressant, c'est chargé de communication, donc je cumulais un peu les deux. Et là, tu étais le super-héros? Je croyais que j'étais un super-héros. Je pensais que j'étais invulnérable, irremplaçable, que je pouvais communiquer à la vitesse de la lumière, que je pouvais résister à tout. Le problème, c'est que je mettais toute mon énergie dans mon métier, dans mon activité, au détriment de beaucoup de choses, de mes temps de ressourcement, au détriment de ma santé, de ma vie de famille aussi, d'ailleurs, à l'époque. Et alors je me laissais un peu guider par le stress, comme on se laisse guider par un GPS.
le plus petit, il y a une petite voix dans l'oreillette, comme Batman plutôt que Superman, qui vous dit attention, il y a du danger, là, prends la sortie. Et puis moi, j'écoutais pas tellement mon GPS intérieur, et la sortie, je l'ai prise. Ça a été une grosse sortie de route puisque j'ai fait 2 burn-out, un en 2010 et un très gros en 2013, qui m'ont valu pour finir 2 ans et demi d'arrêt maladie. Alors, c'est quoi exactement un burn-out? Chez toi, ça s'est concrétisé de quelle façon? Alors, la définition du burn-out, c'est syndrome d'épuisement professionnel. Et on peut résumer le burn-out au fait qu'il y a un déséquilibre qui s'installe entre le travail fourni et les temps de ressourcement, les temps pour récupérer de l'énergie. Et en effet, je respirais travail, j'étais à 7 heures sur mon bureau à l'agence. En ayant commencé à travailler chez moi, je terminais à 21 heures, je mangeais sur mon bureau. Donc je respirais travail, je ne parlais que de travail. Je prenais pas de week-end. Quand j'étais en vacances, je décrochais jamais. Donc au bout d'un moment, eh bien, le corps a ses limites, l'esprit aussi, et je ressemblais plus à un zombie qu'à un super-héros. Et donc là, tu t'arrêtes complètement. Eh bien, quand on est dans cet état, l'état dans lequel j'étais à cette époque-là, on était dans un état, comme je dis, un zombie, c'est-à-dire plus de capacité mentale, physique. Pour résumer, on n'en arrive plus à mettre un nom sur les personnes de sa propre famille, à se retrouver sur son scooter entre le trajet habituel et entre le travail et le domicile, et de se dire mais où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Donc il y a un moment, c'est vraiment, pendant 1 an et demi, j'ai fait l'étoile de mer sur mon canapé, en attendant que ça passe. Et puis il y a un état dépressif associé à ça. Plus, j'ai en plus développé une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, qui est une maladie très invalidante. Il y a encore 4 ans, je marchais avec une canne. Donc aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'on peut changer. Parce que tout ça, ça peut changer et on peut en sortir. Mais comme, Et l'étoile de mer, elle a rencontré des courants favorables puisque finalement, tu as décidé de reprendre ta vie en main, une formation de sophrologie, du coaching, de la psychologie positive pour t'amener à créer en 2017 Chasseur de stress. Alors, on y fait quoi dans Chasseur de stress et quelles sont aujourd'hui tes différentes activités? Alors, quand j'ai créé Chasseur de stress, c'était avant tout un cabinet thérapeute où j'accompagnais des personnes sur la gestion du stress et la gestion du burn-out, comment sortir du burn-out. La formation coaching est venue après, mais très 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 vite, alors qu'au début je m'étais promis de ne plus remettre un pied dans le monde de l'entreprise parce que dans l'état dans lequel j'étais, j'avais développé une phobie du monde de l'entreprise. Et progressivement, eh bien, je suis devenu consultant en bien-être au travail, en qualité de vie au travail, formateur en gestion du stress. Et pas que, puisque derrière la gestion du stress, il y a la gestion du temps, il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Donc, le stress, c'est un fil conducteur autour duquel tournent beaucoup de choses. Puisque aujourd'hui, la gestion du stress, c'est un véritable soft skills qu'on développe de plus en plus dans le monde du travail. Et aujourd'hui, voilà, de toute façon, compte tenu des contraintes sanitaires, le cabinet n'a plus de raison d'être. Donc aujourd'hui, je suis à 100% en entreprise, à donner des conférences, à faire des ateliers, à faire des formations et à monter des programmes à l'année avec des entreprises pour justement amener du bien-être auprès des salariés pour qu'ils vivent bien leur job et dans leur corps et dans leur tête. Voilà, donc c'est de cela dont nous allons parler. On va parler du stress, de ses composantes, de la façon de lutter contre le stress et de la façon également de faire du stress un allié, qui est le titre de cette room. Une room qui est rendue possible par, évidemment, l'action commune des speakers.com menée par Eric Glo et de Philippe Boulanger, qui est à la tête de l'Association française des conférenciers professionnels. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette room et qui la rejoignent, parce que chaque soir, il y a un petit peu plus de monde. C'est quelque chose d'assez participatif. Et on va en donner la preuve tout de suite. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros et de nous dire très, très simplement quelle est votre définition du stress. Alors, je vais vous demander de prendre la parole les uns les autres de manière très, très simple parce qu'on va échanger sur ces thématiques tout au long de cette room sur le stress, la gestion du stress et comment faire du stress un allié. Qui souhaite prendre la parole tout d'abord pour nous expliquer un petit peu quelle est sa définition du stress? Est-ce que c'est paralysant?
Oui, alors effectivement, là, je crois que c'est paralysant pour un certain nombre d'entre nous. Le stress, hein, c'est aussi le stress de prendre la parole. Juste pour rappel, le stress de prendre la parole est plus important que le stress à l'idée de mourir. Donc, c'est un célèbre humoriste américain qui disait que, compte tenu de ça, en général, les gens préféraient être dans le cercueil plutôt que de prononcer l'oraison funèbre. Donc, Moi, Woody Allen, ça. non, c'est pas du Woody Non, Allen. c'est pas du Woody C'est Allen. et il faut que je retrouve. C'est un autre humoriste très célèbre américain. Ça va me revenir dans les minutes qui viennent. Je vous le redirai. Mais Ouais. effectivement, ça dénote un petit peu effectivement la chose. Alors, et là, je vais parler à titre personnel. Moi, le stress, on m'a toujours dit que j'étais un normo-stressé, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un certain niveau de stress pour fonctionner. Ce qui rejoint le titre de la room, hein, j'ai toujours considéré que le stress devait être un allié pour moi, c'est un moteur pour moi. Et dès l'instant où j'ai plus de stress, alors au sens stress léger quand même du terme, hein, Oui. mais rien que le fait de se fixer un objectif, ça crée un peu de stress. Parce qu'effectivement, on se dit, OK, je veux fixer cet objectif. Et en fait, l'intérêt, c'est pas tellement l'objectif en lui-même, c'est le chemin qui mène à l'objectif, hein, comme toujours. Et c'est ce qui fait qu'on va y arriver. Donc, pas après pas, on va définir comment on va y arriver, et ainsi de suite. Et c'est ça qui me plaît dans la version, on va dire, contrôlée du stress. Maintenant, dans la version non contrôlée du stress, je l'ai connue aussi. Alors, j'ai pas été au burn-out, mais j'en étais très proche. Et une fois qu'on a compris ça, évidemment, on se débrouille pour ne pas dupliquer ou réitérer encore ce genre de situation. Voilà. Merci Philippe. Cette excitation, Stéphane, tu l'appelles comment, toi? Tu la qualifies comment? Parce qu'effectivement, le stress revêt des formes très différentes. Alors attends, parce qu'il y avait des personnes qui avaient levé la main pour intervenir. Alors, allez-y. Voilà. Hello tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Du coup, vous aviez demandé une définition du stress. Tout à fait. Alors, Oui. pour ma part, moi, je travaille en tant qu'acheteuse dans un grand groupe, Oui. donc dans les achats indirects. Et pour moi, la définition du stress, c'est les demandes urgentes à traiter en permanence. Du coup, le stress, je dirais que pour moi, c'est les autres qui me la communiquent, vu qu'ils sont dans le stress, qu'il y a des demandes urgentes à traiter, c'est plutôt le fait que ce soit les autres qui me communiquent leur stress qui font que je suis stressée. Quel est ton prénom? Alors, c'était Ouni. En fait, ce qu'on va faire, comme tu vois pas, Christian, tu ne vois pas les personnes qui demandent à prendre la parole sur Clubhouse, je vais leur donner la parole en précisant leur nom préalablement. Merci Philippe. Merci. Oni, quel est ton plus gros coup de stress personnel? Parce que là, j'ai l'impression que tu absorbes le stress des autres, mais toi, personnellement, quel a été ton plus gros coup de stress? Alors, personnellement, je dirais que je suis pas quelqu'un de stressé. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt détente. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en congé, je pense pas au boulot, mais quand j'arrive au boulot, je deviens quelqu'un de stressé. Mais dans la vie, non, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé. Je fais beaucoup de sport, je sais évacuer le stress. Bien. Stéphane, un commentaire? Eh bien, on va voir un petit peu plus loin que le stress. Alors, je vais spoiler. La bonne nouvelle, c'est que le stress, c'est à 80% dû à notre mode de pensée, à notre mode de réaction personnelle. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 20% de notre stress qui vient de l'extérieur. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Alors, on a une autre version qui est celle de Claudine Ragon qui nous a laissé un petit mot dans le fil de la discussion. Claudine, si tu veux nous dire, tu nous parles de non-maîtrise des émotions. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Ouvrir ton micro, éventuellement. Oui, alors en fait, ce que je souhaitais dire par là, c'est que le stress peut être généré par le fait de ne pas être en mesure de gérer un événement ou un contexte parce qu'on n'a pas de pouvoir sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et d'autres non. Et c'est quand on n'a pas de pouvoir sur les choses qu'on souhaiterait qu'elles soient à ce que nous, notre image voudrait, et que là, on n'a pas de pouvoir. Donc, ça peut générer du stress parce qu'on n'est plus en capacité d'agir. Voilà. Alors, merci pour ce commentaire. Effectivement, on se laisse dépasser. On a sur Clubhouse Sandrine, me dit Philippe. Sandrine, bonjour. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous. On s'est connus on s'est connus il y a longtemps. Absolument, je salue ton parcours et puis parce que je suis particulièrement sensible à l'événementiel qui reste ma famille puisque j'ai un passé, j'ai dirigé l'association des agences de communication événementielle pendant de nombreuses années. Mais pour reboucler quand même avec la question qui est posée, pour moi le stress c'est à la fois un moteur et en plus je note que le stress peut être aussi très insidieux parce qu'on peut penser qu'on n'est pas stressé. On peut penser le maîtriser, mais il peut être bien là. Donc après, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de cet ami, ennemi, dont j'arrive pas forcément à doser la mesure. Eh bien, pour moi, un des gros sujets, c'est le travail sur le lâcher prise. Voilà ce que j'ai à dire pour le stress. Et merci pour cette room inspirante. On va en parler. Merci Sandrine, à toi pour ton témoignage. Un dernier mot avant de poursuivre avec Johanna. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Alors, pour moi, le stress, je rencontre souvent avec les personnes que je coach, donc notamment autour de prendre la parole en public, et c'est vraiment lié à le jugement des autres, le fait que quand les gens s'exposent et se rendent vulnérables dans leur parole, ils voient vraiment la foule comme des éléments dangereux. Et donc ça, c'est la réaction physiologique sur le corps, l'adrénaline qui pompe trop fort, on a le cœur, le rythme cardiaque qui avance, le cœur qui bat très fort, les mains moites, le soufflement rapide, le tremblement de muscles. Et stressé dans un intense état de stress, bon, on a un parti quand le corps rentre en fight ou flight, on a une partie cognitive du cerveau qui est carrément coupée parce que toute l'énergie va être mise sur les muscles et sur cette capacité ou de combattre ou de fuir pour pouvoir, en fait, on rentre dans un état de vouloir sauver notre peau, en fait. Donc, ces anciennes mécaniques qui sont pas encore bien réglées et adaptées à la situation réelle. Donc, tout ça, c'est une question de ce qui se passe dans notre tête qui peut mettre le corps dans un état de stress extrême et physiologiquement avec tous ces effets et qui nous empêchent d'être vraiment dans nos pleines capacités de réaction, de pensée, de tout. Donc, modification corporelle pour moi, le stress extrême. Merci Johanna d'avoir spoilé. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Mais ça prouve. Ça fait la moitié de la conférence, là, c'est super. Hein. En tout cas, c'est dû à l'observation, puisque je rappelle que Johanna est coach sur la prise de parole en public et que c'est l'un des facteurs de stress les plus connus. Alors, merci pour ces premiers témoignages. Stéphane, on va avancer et on va essayer, si tu le veux bien, de donner une définition du stress et de dire d'où ça vient. Alors déjà, je voudrais rappeler qu'on a tendance à confondre le stress, ce qui déclenche le stress, la réaction du stress et les conséquences du stress. Ce sont des choses totalement différentes. Les conséquences, par exemple, c'est l'état émotionnel dans lequel on est. Ce qui déclenche le stress, c'est ce qu'on appelle le stresseur, c'est la situation qui déclenche une réaction de stress. À partir de là, tout ce que vient de dire Johanna, c'est-à-dire ces réactions biologiques, bah, c'est génial parce que tu as introduit justement ce que j'allais dire derrière, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait pas se parler là tous ensemble si le stress n'existait pas. Pourquoi ? Parce que c'était simplement l'instinct de survie de nos ancêtres préhistoriques qui les mettait à l'abri du danger lorsqu'ils étaient face à un petit déj peut-être un petit peu costaud si c'était un mammouth un peu féroce et qui leur permettait soit de combattre, soit de fuir, ce que disait Johanna. Et donc le stress est une réaction physiologique qui est une réponse de l'organisme à ce qu'il perçoit, je dis bien perçoit, comme un danger. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est un poil inadapté. Notre ancêtre poilu pourrait bien le confirmer. C'est assez inadapté aux conditions de vie et de survie du 21e siècle, parce que aujourd'hui la notion de survie est assez relative, parce que ce qui nous stresse, c'est quand on est en entreprise, c'est le manager, quand on est conférencier, c'est peut-être la salle, c'est peut-être le digital, c'est peut-être l'enjeu qu'on va mettre, c'est ce qu'on va voir
dans cette prise de parole si on est face à nos Ce que pairs. tu es en train de nous dire, Stéphane, c'est qu'on serait en train de surréagir par rapport à ce qu'ont connu nos ancêtres et qui était beaucoup plus stressant que notre vie actuelle, quoi. Alors, c'est pas surréagir, c'est-à-dire qu'à l'époque, la réaction était physique uniquement. Elle mettait en action le corps pour lui permettre de répondre à la demande, c'est-à-dire de faire face à des dangers mortels à l'époque. Aujourd'hui, les dangers mortels, ils sont très relatifs et le corps réagit exactement de la même manière. Donc, c'est d'abord une réaction physiologique quand votre cœur s'accélère, quand votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire s'accélèrent, lorsque les muscles sont mis en tension, lorsque vous avez des coulées de sueur dans le dos, c'est ce qu'on appelle l'effet warning, c'est votre système d'alarme biologique qui dit attention, il y a peut-être un danger. Et c'est là où la notion de perception, elle est essentielle dans le stress, c'est que il y a une différence entre le stress vécu, le stress absolu, et le stress perçu ou relatif, qui est notre vision des choses. Et donc, c'est lorsqu'on a déjà en tête que voilà, le stress n'est rien d'autre que notre système d'alarme interne, on aborde le stress sous un autre angle. Et chasser son stress, parce que je reviens sur le nom de chasseur de stress, chasser son stress, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le stress de sa vie, puisque vous l'avez compris, ça n'est pas possible, c'est biologique, ça se passe au niveau de notre cerveau, au niveau de nos glandes surrénales, au niveau de tout notre corps qui est mobilisé pour faire face à un danger. Et on y a rajouté, nous, les êtres humains, au fil des siècles, eh bien, la couche psycho-émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une dimension psychologique dans le stress qui est non négligeable puisque ça représente 80% de notre stress aujourd'hui. Faire du stress un allié. Comment peut-on faire ça? C'est le thème de la room de ce soir, co-organisée par les speakers.com, représentée par Eric Blau et l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, représentée par Philippe Boulanger. On va parler tous ensemble de ce stress, de voir comment on peut le combattre. Je vous précise que Stéphane Yaïch, qui est le conférencier invité de cette room ce soir, a publié un livre sur ce sujet qui a pour titre « Pro en gestion du stress, 50 outils et 10 plans d'action ». Alors, il va nous en livrer quelques-uns, pas tous, parce que ça prendra un peu de temps. Stéphane, quels sont les dégâts que peut causer le stress? Alors, avant de parler des dégâts, je voudrais vous poser une question à tout le monde. Est-ce que vous pensez que le stress rend performant? Oui, non, mettez-le dans le chat si vous êtes sur Zoom. Et, ouais, ça c'est intéressant. Parce que c'est ce que nous disait Philippe Boulanger tout à l'heure, qui, lui, fonctionnait avec une certaine dose de stress comme stimulant. Oui, en fait, pour revenir à l'aspect, on a le choix entre combattre ou s'envoler. Je peux dire que quand tu as le bon niveau de stress, tu peux t'envoler beaucoup, beaucoup plus vite. Hein, ça s'appelle l'adrénaline. Exactement. Oui. Donc, mais aussi, tu peux en arriver à tel niveau de stress que finalement, tu vas faire un freeze, donc tu vas te geler, tu vas être incapable de réagir pour d'autres raisons. Mais je pense que Stéphane va encore mieux expliquer que moi. Moi, je peux répondre à Stéphane. Je peux répondre à Stéphane, oui. Du coup, parce que là, j'ai déjà appris beaucoup de choses, mais je crois que je suis en train de me rendre compte que moi, j'ai été drogué au stress jusqu'à 50 ans. J'ai cumulé, j'ai été pompier de Paris, tu as dit tout à l'heure que c'était un des métiers les plus stressants. J'ai été patron d'agence de com, j'ai été patron d'une filiale événementielle, j'ai été pilote privé. Maintenant, je vais essayer de jouer avec un voilier. Donc, en fait, j'ai l'impression que quand même, je vais chercher beaucoup d'adrénaline. Ce que j'ai appris dans ma formation de pilote d'avion, c'est qu'il y a le bon stress et le mauvais stress, et que sans stress, on ne pouvait pas aller chercher la performance. En tout cas, on ne pouvait pas faire atterrir un avion correctement. Donc, voilà ma réponse. Je pense qu'il faut du stress pour faire des choses un peu compliquées. Tout à fait d'accord. Alors, on a un sportif aussi qui est avec nous ce soir, d'après ce que j'ai compris. Massinissa. C'est ça, oui. Bonsoir. Massinissa, deux mots sur vous, tout d'abord. Massinissa, tu es boxeur, c'est ça? C'est ça, oui. Je boxe à haut niveau donc depuis que j'ai 19 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui. Et d'accord. J'étais en train de scroller un petit peu sur, sur Clubhouse, et je suis tombé sur ce topic que je trouve très intéressant. Et si vous le voulez bien, je voulais partager mon expérience et mon avis par rapport au stress. Volontiers. Volontiers, d'autant plus que tu as une double expérience qui peut être stressante. La boxe, c'est un sport d'engagement. Il faut se protéger, il faut être rapide. Et Sciences Po, qu'est-ce qui est le plus stressant, Sciences Po ou la boxe?
c'est pas un stress qui joue sur les mêmes dimensions. Eh Et oui. je vais répondre concrètement, le stress, j'en ai aujourd'hui, hein, et pour répondre justement à votre dernière question, qui est le stress rend-il performant? Pour moi, oui, mais je pense que tout dépend de la personnalité de chacun. Je pense d'abord, hein, pour ma modeste expérience et pour mon jeune âge, que concrètement, pour tout ce qui est prévisible, si on veut que le stress nous rende performants, ce qui va déterminer, ce qui va faire une variable du stress, ça va être la préparation. Donc concrètement, que ce soit pour un étudiant qui prépare des examens, que ce soit pour un boxeur qui prépare une compétition, pour un footballeur qui prépare une compétition, un sportif, un artiste, un chanteur, une des principales composantes, et vous avez dû sans doute en parler quand j'étais pas là, c'est la préparation. Mhm. Concrètement, si et moi donc, je me suis retrouvé dans deux situations, hein, qui étaient premièrement une situation où je m'entraînais pas forcément sérieusement en début de carrière et une situation où j'ai fait ce qu'il fallait. Et je peux vous garantir que quand vous êtes le jour J et que comment dire ça, vous êtes sûr de votre préparation, vous avez couru les kilomètres qu'il faut, vous avez soulevé les poids qu'il faut à la salle, vous étiez là, vous étiez assidu, vous en avez fait même plus qu'il fallait. Le stress n'a pas disparu, mais vous êtes sûr de vous et de votre préparation. Et l'enjeu n'est pas la victoire ou la défaite, mais l'enjeu est justement, est-ce que vous allez réussir à le stress, est-ce que mon entraînement, je me suis entraîné très dur, est-ce que maintenant la prestation que je vais livrer va être représentatif du temps que j'ai alloué justement à ma préparation. Sur ce qui est de la gestion, je pense qu'on a tous nos mécanismes. Moi, j'ai une gestion du stress qui est assez. Je suis quelqu'un d'assez. Chacun sa personnalité. Je vais vous donner par exemple un ami à moi qui s'appelle Issam. Et en fait, on est deux boxeurs donc du même niveau. On a commencé en même temps, on a fait nos compétitions en même temps, on a intégré les équipes de France en même temps. C'est un grand ami à moi. Et pour vous donner un exemple, on a deux profils qui sont totalement différents. Moi, si vous me rencontrez par exemple à l'entraînement dans une salle d'entraînement, je suis quelqu'un d'assez posé. À l'entraînement, je suis quelqu'un d'assez posé. Je suis quelqu'un d'assez tranquille. Je considère pas que j'ai quelque chose à prouver à l'entraînement. Mon sujet, il est plutôt en compétition. Je vais pas chercher à surpasser qui que ce soit à l'entraînement. Je vais travailler mes défauts. Je vais travailler ce qu'il faut. Mon ami Issam, c'est quelqu'un de très dur à l'entraînement. C'est quelqu'un vraiment. Je vous conseille pas de vous entraîner avec lui. Il s'en fiche quoi. Voilà, que vous soyez à l'entraînement ou pas, il va essayer de vous casser en permanence, en permanence. Mhm. Le souci, c'est que mon ami Issam, c'est le champion du monde à l'entraînement, mais quand il arrive en compétition et qu'il tombe sur quelqu'un qui n'est pas impressionné par lui, pas quelqu'un de plus fort, hein, parce qu'il a perdu des combats contre des personnes qui lui étaient inférieures, que s'il les avait rencontrés dans un cadre d'entraînement, il les aurait massacrés concrètement. Mais quand il arrive en compétition le jour J face à une personne qui lui fait opposition et qui lui tient tête et qui concrètement démontre qu'il n'a pas peur de lui, il est tétanisé. Il lui est arrivé de Il perd un perdre peu des ses combats. moyens. Exactement. Et moi, je suis tout l'inverse. Je suis quelqu'un d'assez tranquille. Et quand De j'arrive le très jour de la stimulé par compétition, l'enjeu. exactement. Quand j'arrive le jour de la compétition, je suis relâché. Je me dis, bah écoute, Mhm. tu t'es levé le matin pour aller courir. Tu as fait tout cet entraînement, tout ce travail. Maintenant, assieds-toi, fais ton show, fais ton spectacle, bien sûr, à mon échelle. Hein, je prétends pas faire un show, mais on est obligé de se mettre des mécanismes dans la tête, de se dire qu'on est le meilleur, même si c'est pas forcément vrai. Mais voilà, la boxe, c'est un sport où je pense où l'ego est quelque chose de très important. Et sans Mhm. ego, je pense qu'on va pas super loin, notamment pour un sportif. Donc, je me mets dans un personnage et je me dis, ben écoute, je suis là. Il y a des personnes qui sont venues, il y a des personnes qui ont payé. Je vais leur donner un spectacle et je vais démontrer que il n'est pas l'enjeu, c'est pas qui est le plus fort, qui n'est pas le plus fort. Je peux concevoir de perdre, il n'y a aucun souci. Mais je peux pas concevoir de pas faire mon travail et de pas essayer de m'imposer. Et je pense que c'est là tout l'enjeu. Tu Quand vois, vous faites, alors, oui, moi, Bravo. Merci. je suis ancien judoka. Et moi, j'étais plutôt le profil de ton pote. C'est-à-dire, j'avais tendance à être extraordinaire en entraînement et je perdais totalement mes moyens parce que je ne savais pas gérer mon stress lorsque j'étais en compétition. Donc, j'ai été un meilleur arbitre qu'un meilleur compétiteur au final. ah bah, je pense que vous vous entendrez bien, très bien avec mon ami Sam. Et pour finir, après, je vais laisser la parole parce que j'ai Ouais, pas parce pour que but on va. oui, oui, bien sûr, j'ai Oui, pas il faut pour qu'on but de avance. monopoliser la parole. Rassurez-vous, bien sûr. Et justement, pour ça, On fait je qu'un pense que la seul round finalité, ensemble. Hein. oui, oui, oui. La finalité, justement, ça dépend de votre personnalité, de votre mode de gestion, mais je vais insister. Et bon, sans prétention, si je peux apporter quelques clés à certaines personnes dans la room ou quoi que ce soit, je pense que la Alors, deux clés préparation, justement, est principales, la ce base. serait quoi?
la préparation est primordiale. La préparation est ce qui va faire concrètement que vous allez arriver le jour près et que l'enjeu va passer de la peur et du stress à l'application de votre travail. Et c'est quelque chose de différent. Quand on a peur parce qu'on n'est pas préparé et quand on a peur parce qu'on a tellement travaillé et qu'on a peur d'échouer, c'est deux choses totalement différentes. Et la deuxième clé, je vais dire, ça va être les routines, les habitudes qui vont faire que vous allez gérer votre stress. Il y a des personnes qui font des siestes, il y a des personnes qui vont faire des tours, il y a des personnes qui ont besoin de rester actives, il y a des personnes qui vont lire, qui vont écouter de la musique. Rassurer. Ça va être la connaissance de soi et de son corps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir laissé la parole. Et j'ai hâte de vous écouter. Merci. Merci, Vassili. Merci beaucoup. Merci. Et bon match. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Autre témoignage. Avec un niveau de stress différent, dans un métier complètement différent, on va passer dans l'un des métiers qui est pas mal aussi au niveau de stress, puisque Karine Arsène est présentatrice télé. Karine, bonsoir. Bonsoir Karine. Bonjour tout le monde. Je suis fan de ton émission. Oh, ça me touche, merci beaucoup. Super room. Karine, qu'est-ce qui te stresse le plus? Alors déjà, en fait, alors je vais peut-être aller à l'encontre, mais ce n'est que mon avis hein, et que mon expérience personnelle. Mais en fait, moi, je sais pas gérer le stress parce que pour moi, le stress, c'est mon mental tyrannique. C'est ce vélo qui tourne tout le temps et qui favorise finalement cet ego de toujours vouloir être performante pour l'extérieur. Donc, moi, je ne sais pas gérer le stress. Le stress, par contre, j'aime l'explorer. J'aime rentrer à l'intérieur et me dire d'où vient ce stress. Et quand je m'interroge et quand je me reconnecte finalement à ce qu'il y a de beaucoup plus profond et quand je reviens à mes valeurs, pourquoi je fais de la télé, pourquoi en fait finalement j'ai envie de faire cette émission, c'est pour encourager. Donc, j'ai l'impression que dès que et d'ailleurs, j'encourage beaucoup les invités quand ils sont stressés pour venir dans l'émission, je leur dis, dépasser en fait cet ego d'être performant pour laisser place vraiment à, en fait, ce cœur d'encourager les autres. Si vous êtes dans le cœur d'encourager les autres, vous allez voir que le stress va partir parce que vous êtes vraiment dans ce cœur qui n'est plus basé sur le petit ego, mais ce que j'appelle le grand ego, hein, ce cœur large, qui vraiment est là pour donner véritablement des clés pour que les gens soient plus heureux. Et en fait, moi, je combats pas le stress, je l'explore. J'essaye de rentrer à l'intérieur et de me dire, OK, ça, c'est l'émanation de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une cause, enfin, c'est la résultante d'une cause plus profonde. C'est souvent, en tout cas, moi, quand je suis stressée, alors, personnellement, quand je suis stressée juste pour moi, c'est parce que finalement, je suis dans le contrôle. Je me rends compte qu'en fait, je suis plus juste, je suis plus alignée, j'écoute plus du tout finalement ce que je suis profondément. Mais dès que je redescends du mental et que je redescends finalement à ce que je suis le cœur, j'ai plus besoin d'être stressée puisque mon but, c'est de faire des choses pas pour montrer que je suis capable, mais plutôt pour encourager, transmettre et expérimenter aussi. Donc, en fait, moi, j'accueille le stress, mais en revanche, alors, je sais que Brel disait que le trac, c'était très bon. Le trac permettait d'être performant. Moi, je sais que ça ne marche pas du tout chez moi. En bonne hypersensible, moi, le stress, je perds tous mes moyens parce que finalement, je suis que dans le mental et moi, je fonctionne que dans le cœur. Donc, j'ai appris finalement à redescendre par des moyens très concrets. Hein. Certains, ça va être le sport. Moi, c'est beaucoup la méditation. Ça va être aussi d'être dans le moment présent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que je trouve. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me semble que tous les scientifiques et ceux qui étudient les neurosciences, le stress, c'est pas bon pour la santé en fait. Non, justement, on va en parler. On va en parler. Ça nous offre une belle transition, Karine. Merci, Karine. Ce que tu nous dis fait penser à finalement ce qu'on a exploré hier soir. Par Fanny Walter, où elle nous parlait d'être dans le flow. Du flow, tout à fait. C'est exactement ça. Hein. Bien. C'est à partir du moment Karine, merci au témoignage. Stéphane, quels sont les dégâts du stress? Alors, juste, je réponds à la question. Le stress peut-il être performant ou pas? C'est en fait, il peut être performant ou contre-performant. Ça va dépendre en fait du niveau de stress dans lequel on est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 phases dans le stress c'est hyper important que vous compreniez ça pour justement apprendre à faire du stress un allié. C'est la première phase, c'est la phase d'alarme. C'est-à-dire, vous regardez votre téléphone portable et là, d'un seul coup, tout
s'accélère, le rythme cardiaque s'accélère, et il y a des pensées qui vont agir. Vous pouvez retrouver tout de suite votre téléphone portable, mais si vous ne le retrouvez pas, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, et en plus j'avais même pas de sauvegarde, là vous rentrez dans ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la phase de résistance du stress. Et dans cette phase de résistance, le corps va s'adapter, et dans la phase d'alarme, il va vous envoyer des outils pour faire face à la situation. Là, notamment, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. C'est exactement ça pour Massinissa, parce que le boxeur, il va rester dans cette zone de performance, dans la zone d'alarme où il fonctionne à l'adrénaline. Par contre, si on rentre dans la phase de résistance, là, c'est le cortisol qui est l'hormone du stress qui va arriver. Et plus on a de cortisol dans le sang, eh bien moins on est efficace, moins on est performant. Donc, la troisième phase du stress, pour bien comprendre, eh bien c'est la phase où on a tellement résisté à un moment qu'il n'y a plus d'énergie, ni mentale, ni physique. Et c'est la phase d'épuisement, la phase d'ailleurs qui arrive, qui mène au burn-out. C'est une phase où le corps ne répond plus. Donc, c'est tout au long de ces phases-là, de la résistance et d'épuisement, Christian, où tu me disais quels dégâts, que les troubles du début, au début, ça va être, vous avez des maux de ventre, vous avez des maux de tête, vous avez des choses comme ça. Plus on s'enfonce dans les phases de résistance et d'épuisement, plus les troubles vont se transformer en maladie, par exemple, où on va risquer de développer des maladies d'ailleurs qui sont assez en adéquation avec la manière dont on fonctionne. Une personne qui est un sanguin, si on prend l'exemple de Massinissa et de son ami, je vois qu'il y en a un qui est plutôt un sanguin, qui fonctionne à l'adrénaline, donc on appelle ça le profil A comme adrénaline, et l'autre qui est plutôt le profil C, qui se fait du mouron et qui est un anxieux, et qui fonctionne au cortisol, et qui va plutôt inhiber son stress. Eh bien, ces personnes-là vont avoir des risques, s'ils s'enfoncent dans le stress, des risques différents. Un va avoir des risques cardiovasculaires, risque d'AVC, risque d'infarctus, risque d'hypertension artérielle. Et la personne qui plutôt est profil cortisol, qui inhibe son stress, eh bien, elle va avoir du mal à exprimer son stress. Et là, ce qu'elle a du mal à dire se transforme en maladie. Et là, en l'occurrence, ça va être des troubles digestifs qui se transforment en ulcères ou en gastrite. Ça va être des maladies de peau, comme le vitiligo. Alors moi, j'ai été l'exemple parfait de l'anxieux, puisque j'ai développé des maladies auto-immunes qui étaient directement liées à mon stress, notamment ce qu'on appelle une sarcoïdose, la fibromyalgie, du vitiligo, on peut développer de l'eczéma, on peut développer des allergies aussi. Donc voilà, le stress est dangereux pour la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis pendant plus de 8 ans et qui a démontré qu'on peut en effet se rendre malade et même mourir en pensant que le stress est un danger pour soi. Et les résultats de cette étude ont montré que quand on informe des personnes sur ce que je viens de vous dire, sur ce qu'est véritablement le stress, eh bien, on transforme la réponse de son corps au stress. Et là, en l'occurrence, c'est la bonne nouvelle, c'est que toutes ces maladies, eh bien, qui étaient très invalidantes pour moi, aujourd'hui, j'en suis totalement guéri. Et voilà, j'ai fait 70 km en vélo ce week-end, alors qu'il y a 4 ans, j'étais même pas capable de mettre une assiette dans un placard tellement elle était lourde pour moi. Donc ça veut dire, Philippe, que le stress n'est pas un moteur pour toi? Le moteur, le stress peut devenir un moteur à partir du moment où on fonctionne à l'adrénaline. Vous savez, vous avez déjà entendu parler des gens qui ont fait des exploits extraordinaires. Ils ont déplacé une voiture pour sauver quelqu'un. Je connais quelqu'un qui était, son fils est tombé en rafting dans une rivière, dans un bouillon. Il a enjambé la rivière, il a fait un saut et en un seul saut, il a traversé la rivière. Ça, c'est ce que nous permet de faire le stress lorsqu'il est performant, qu'il ait une aide à la performance lorsqu'on est dans cette phase. C'est vraiment le mot stress, c'est pas le côté conquérant, détermination. C'est le stress. Le stress, c'est notre système d'alarme interne qui va nous donner les moyens de faire face à une situation qui nous envoie de l'adrénaline sur un temps limité, c'est-à-dire le stress aigu. Par contre, dans la phase de résistance, il devient chronique et plus on s'enfonce dans le stress chronique, plus on va vers le risque d'épuisement. Et là, les capacités cognitives sont fortement atteintes, c'est-à-dire la concentration, l'attention, la mémoire. On a tendance à se diriger progressivement aussi vers un état dépressif parfois lorsqu'on est en burn-out. Donc c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et ce que disait Massinissa, c'est évidemment on n'est pas tous égaux face au stress. Chaque personne va, en fonction de sa personnalité, vivre différemment le stress. Et la personnalité, c'est le premier facteur
de stress. C'est-à-dire que on arrive au monde, on a une paire de lunettes sur le nez. C'est notre personnalité. Elle nous fait voir le monde de notre manière. Ce qui veut dire que elle ne corrige pas notre vue, elle la déforme totalement. Il n'y a pas de réalité objective, il n'y a que des réalités subjectives. Quand je disais le stress, c'est de la perception, eh bien, en effet, nous voyons chacun notre stress à nous et une même situation vécue, par exemple, dans un open space par 2 personnes, eh bien, vont le vivre totalement de la même manière. Vous assistez à un accident de voiture. Si vous avez déjà eu un accident de voiture avec un choc traumatique, vous allez vivre différemment ce stress qu'une personne qui est formée au premier secours, comme Eric. Est-ce que tu donnes des conseils pratiques Oui. pour justement appréhender le stress et tu as des clés très concrètes? Ah ben clairement, oui. On va y arriver aux clés tout à l'heure. On va y arriver. Ouais, excuse-moi, c'est ma déformation professionnelle. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Quelle est la dimension psychologique du stress? Parce que, en fait, tu le dis, on n'est pas tous câblés, entre guillemets, de la même façon. Voilà. Alors, il y a dans les études qui ont été faites sur le stress, les Canadiens sont bien meilleurs que nous sur l'étude du stress et les Américains aussi, bien évidemment, notamment avec John Kabat-Zinn qui a créé la clinique du stress et qui a développé le programme de mindfulness. Au Québec, c'est Sonia Lupien qui dirige le centre de recherche de Montréal, qui a fait de nombreuses études sur le stress et qui a découvert que lorsqu'on on est exposé à des facteurs de stress particuliers, eh bien notre corps réagit. Et ces dimensions sont totalement psychologiques. Alors, elle a résumé ça à un acronyme qui est le stress, c'est du ciné. Ciné, c'est C comme contrôle, ou plutôt perte de contrôle. Là, c'est un truc génial, c'est que lorsqu'on a le sentiment de contrôler une situation, eh bien, on stresse beaucoup moins. Par exemple, si vous détestez être passager en voiture et que devant vous, vous aviez un volant et une double commande, eh bien, vous stresseriez beaucoup moins. Les personnes qui stressent dans l'avion, c'est notamment parce qu'elles n'ont pas la main, elles n'ont pas le contrôle. Et alors, pourquoi le métier d'organisateur d'événements, Sandrine, était 5e métier le plus stressant au monde? Eh bien, c'est parce qu'on est totalement dépendant de la technique, de la régie, des intermittents du spectacle, des journalistes qu'on ne maîtrise peut-être pas, des conférenciers parfois qui sont ingérables, des musiciens. Et j'en ai eu à gérer des aléas techniques. Je pourrais écrire un bouquin. Et des aléas techniques, parce que là, les aléas techniques, c'est le deuxième facteur de stress. C'est le I comme imprévisibilité. Et lorsqu'on est conférencier, on est soumis à tout ça aussi. Lorsqu'on intervient sur scène, on est dépendant de la régie, on est dépendant de l'ingé son, on est dépendant de la connectique. Le nombre de fois où en conférence, j'arrive et 5 minutes avant le début de la conférence, on n'a toujours pas résolu le problème. Comment passer mes slides sur l'écran, sur le vidéoprojecteur. Ça peut être la panne de micro en pleine conférence. Ça vous est peut-être déjà arrivé, un problème de pile, par exemple. Et en fait, plus on maîtrise les imprévus, eh bien, plus on acquiert de l'expérience et moins on stresse. Donc, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne la gestion du stress et le coaching en prise de parole en école de communication. Je leur dis, aujourd'hui, c'est normal que vous soyez stressé, mais plus vous aurez d'expérience, eh bien, moins vous stresserez. Pardon, je rebondis. Je rebondis là-dessus, effectivement. Merci Karine. En fait, ce qui se passe quand on est un vrai pro de la communication et quand on est sur scène, dès l'instant où nous arrive un imprévu, c'est là où le professionnel va sauver la situation parce qu'il va savoir comment réagir. Donc l'expérience là, de ce côté-là, elle est absolument incroyable. Et passer au-delà des premiers effets du stress. Alors, on a encore d'autres. Alors, ce que je disais moi dans mon ancien métier, c'est qu'on était l'éponge à stress de nos clients. Lorsqu'on est organisateur d'événements, qu'on fait monter des conférenciers, qu'on doit gérer, c'est un véritable chef d'orchestre. Parfois, moi, je me souviens d'un événement que j'ai orchestré qui était au Grand Palais, où j'avais 1700 personnes et 170 salariés que je devais manager, et où on s'est retrouvé avec une coupure d'électricité 2 heures avant de commencer le show, avec 4 degrés sous la verrière du Grand Palais parce qu'il y avait plus de chauffage et on était en plein février. Là, il est important de savoir gérer son stress parce que du coup, on le communique aux autres. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des clients qui me disaient mais tel chef de projet, c'est pas possible parce qu'il me communique son stress. Donc ça, c'est important de maîtriser cette notion d'imprévisibilité. Le troisième grand facteur de stress, c'est la nouveauté, c'est-à-dire le changement. Et aujourd'hui, par exemple, pour nous, intervenants, conférenciers, la digitalisation du métier depuis 1 an où on a plongé dans le grand bain du digital,
C'est un grand changement et il faut s'y adapter et il ne faut pas y résister justement. Et le dernier facteur de stress, c'est la menace de l'ego. On parlait beaucoup d'être dans la lumière et de l'ego justement tout à l'heure. Et dès qu'on a un sentiment de plus se sentir aimé, reconnu, on stresse également. Voilà, on a 4 grands facteurs de stress: la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et la menace de l'ego qui agissent totalement sur notre état psychologique lorsque nous sommes en situation de stress. C'est super ce que tu dis, Philippe. Hein. Stéphane. Ah oui, en général, oui. Ah, c'est Stéphane qui parle. Oui. Stéphane, là. Oui, oui. Mais les deux sont super. Hein. Allez, on continue avec d'autres témoignages, d'autres points de vue. On va prendre Jean-François Lulle qui est sur Clubhouse. Jean-François. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonsoir, oui, alors attends, je vais préciser, c'est pas Philippe qui parle. Là, en ce moment, c'est Philippe qui parle. Mais en fait, quand vous voyez ma figure, enfin mon image qui s'affiche sur Clubhouse, ce sont en fait alors ça peut être moi, mais ça peut être aussi les gens qui sont sur Zoom et qui ne sont pas sur Clubhouse qui s'expriment. Donc en fait, je rappelle aujourd'hui, on a Christian Poncet qui est notre maître de cérémonie, donc et qui fait l'interview de Stéphane Yaïch, qui lui-même est sur Clubhouse. Donc, le conférencier, l'âme de cette room, c'est Stéphane, qui est interviewé par Christian Poncet, qui se trouve sur Zoom en ce moment, puisqu'il n'a pas accès à Clubhouse. Donc, en fait, il s'exprime à travers moi, à travers mon image, à travers mon canal, pour être présent sur cette room Clubhouse. Voilà. Karine, ça me fait penser à quelque chose de très pratique, c'est que je peux dire des bêtises et en fait, ça te sera attribué. C'est quand même très intéressant. Au détail près, Christian, que tu es enregistré, parce que je le rappelle, cette room Clubhouse est enregistrée et on te voit en vidéo sur l'enregistrement. Absolument. Je plaide coupable. Jean-François, c'est à toi. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de la qualité des échanges qui sont de très bon niveau et je tenais à vous en remercier. C'est extrêmement appréciable et c'est extrêmement précieux. Alors, je voulais réagir. Quel coup de stress tu as eu récemment? Je vais plomber l'ambiance si j'annonce ça. Mais bon, ok, ouais. je veux bien. C'est la perte de mon père il y a maintenant 4 jours. Ah, oui. D'accord. Voilà, ça m'a stressé à un point de folie. Mais là, je pense que c'était plus que du stress. Voilà, il y avait voilà. Oui, ça va bien au-delà du simple stress. Oui, quel est ton témoignage? Oui. Alors, moi, je voulais réagir sur 2 éléments. Je pense qu'il y a une personne qui a, à un moment donné, je pense, illustré le propos du stress sur du rafting, si mes souvenirs sont bons. C'est moi, oui. Et je voyais dans cet exemple ce que mon père, du coup, parce que c'est un ancien médecin côté Canada, à Montréal même, qui me disait que attention quand, en tout cas sur l'illustration, sur cette illustration-là, c'est le cerveau reptilien qui se protège et qui enclenche des mécanismes vieux presque de l'homme de Cro-Magnon. Et donc du coup, parce que il s'agit de survie et pour j'allais dire, l'homme a été construit parce que il doit se reproduire et donc pour se reproduire, il doit donc faire grossièrement faire gaffe à ses fesses. Hein. Et donc du coup, pour reproduire, il doit faire attention à son environnement et donc il enclenche un certain nombre de signaux qu'il doit faire attention. Donc voilà, c'était juste. Mais moi, je pense que je voulais réagir à autre chose, peut-être à quelque chose qui va peut-être parler à Karine. Pour moi, le stress, c'est une forme d'énergie. Alors, bien entendu, une énergie subtile qui circule en nous ou à l'extérieur de nous, qui nous traverse. Et certains d'entre nous sont plus ou moins sensibles à cette énergie qui nous traverse. Et donc, du coup, en partant de ce principe, et bien du coup, moi je fais aussi effectivement de la méditation, enfin des choses qui permettent justement de capter cette sensibilité. Et bien aller à la rencontre de cette énergie, comme on va à la rencontre d'une plante, d'un être, et ainsi de suite. Et quand on va à la rencontre, de cette énergie, il y a un champ de compréhension et d'éclairage qui s'ouvre devant vous, à la fois en termes de fonctionnement, en termes de dynamisme, en termes de compréhension, que ça soit corporelle, énergétique, intellectuelle même, hein, parce qu'il y a des rapports scientifiques qui établissent en tout cas le lien entre tout ça.
Et donc du coup, si vous êtes vraiment sur un rapport, alors je pense que c'est Karine qui le disait, un rapport d'accueil et non de fuite ou en tout cas de blocage. Donc du coup, dépendamment de ce que vous, comment vous avez été éduqué, de l'expérience que vous avez eue, le parcours de vie que vous avez mené ou pas, eh bien, dépendamment de cet accueil que vous faites à cette énergie, eh bien, votre corps réagit différemment. Voilà. Merci. Mais Merci. je réponds juste à ça parce que j'ai même pas répondu. Et merci beaucoup Jean-François. Mais comment faire du stress son allié? Finalement, ça devient un allié parce que ce stress me permet d'explorer et de plonger en moi et de véritablement connaître la cause pour mieux me comprendre. Parce que finalement, le but de la vie, c'est l'expérience, c'est Oui. de s'éveiller au fur et à mesure. Parce que quand je vois toutes ces personnes très sages autour de moi, et même dans les religions, que ce soit Jésus, Bouddha, peu importe, hein, je me dis, c'était pas des gens dans un état de stress, c'était dans un état où ils ont presque transcendé, dans un état d'empathie vers les autres. Et en tout cas, j'aspire à ça. Merci. On va prendre le témoignage maintenant de Gilles André, alors qui lui est un conférencier qui a l'habitude de se retrouver dans des situations que l'on pourrait qualifier d'assez stressantes. Bonsoir Gilles. Bien le bonsoir Christian, bien le bonsoir Stéphane et bien le bonsoir à tous. Super, vraiment ces échanges sont fantastiques. Alors oui, je peux témoigner du fait que le monde événementiel que j'ai pratiqué pendant 25 ans cumule bon nombre d'éléments qui sont imprévus ou où on ne maîtrise pas tout, et donc ça entretient ce stress, bien évidemment. Grâce à ce que vient de nous théoriser Stéphane, et franchement merci pour cette démarche-là, je comprends, ou je suis conforté dans le fait que je dois garder mon stress choisi, mon premier niveau de stress, parce que c'est ce qui me permet de continuer à avancer. Ça doit être pour ça d'ailleurs que j'ai envie de continuer à aller au-devant du public et de faire des conférences pour partager mes convictions, parce que ça maintient ma curiosité et j'avance grâce à ça. Parce que tu t'en nourris peut-être. Bien sûr, je m'en nourris, et puis avec les années, je sais de mieux en mieux, jamais parfaitement, mais je crois de mieux en mieux, trouver le juste équilibre entre ce premier niveau de stress qui est positif, et puis au moment où il y en a trop, où c'est le cortisol qui prend la place de l'adrénaline, et où les fameuses autres 4 hormones du bonheur, hein, les fameuses dopamine, ocytocine et compagnie, n'ont peut-être plus de place ou ne peuvent plus exister parce que le cortisol a tout pris. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plus le sentiment maintenant que ce n'est pas tant mon corps qui décide, mais mon esprit par le fait que j'interprète les événements. Et c'est l'interprétation que je fais des événements qui fait que je subis le stress, ou alors je le maîtrise. Et j'ai vachement apprécié le témoignage de notre sportif qui dit la solution c'est la préparation, la préparation, la préparation. Bien évidemment, c'est super. C'est ce qui va nous permettre d'affronter tout ça. La préparation et un certain nombre de routines qu'il a mises en place. Absolument. Alors j'ai une question à poser à Stéphane, parce que moi je veux le maintenir, ce niveau vital de stress, dans tous les cas qui m'excite, qui me va bien. Quand il y en a trop, j'apprends à le gérer. Et puis il y a des techniques, la sophrologie, la méditation, puis plein d'autres choses qui nous sont proposées, c'est super. Mais parfois dans notre job, il y a effectivement des moments vraiment imprévus où il faut assurer et cacher son stress. Alors, et si là, Stéphane, 1 ou 2 outils qui nous permettent de cacher un stress violent, immédiat, là, maintenant, tout de suite, ce serait vachement bien. Et je voudrais juste glisser un tout petit mot par rapport à l'animation que nous fait Christian de cette room. Chapeau bas, Christian, on a affaire à un maître de cérémonie de haut vol qui est au niveau du contenu de la room. Bravo à toi. Arrête, tu vas me stresser là. Alors, je te remercie, Gilles. Je vais juste préciser que il y a dans mon ancienne vie, j'étais un stresseur pour Christian, puisque je lui parlais dans l'oreillette quand il était sur scène. Et parfois, je parlais beaucoup trop et je voyais que je le stressais. Donc aujourd'hui, c'est marrant. C'était un peu un jeu. Alors, Gilles. Mais excusez-moi, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas Christian. Donc, en fait, Christian n'est pas sur Clubhouse, c'est ça? Sur Clubhouse. Oui. Je suis sur Zoom. Oui. Alors, Gilles nous a offert, en grand professionnel qu'il est, une transition pour passer aux outils. On va d'abord, Stéphane, par ton intermédiaire, répondre à la demande express de Gilles. On a un coup de stress par un événement imprévu, un gros coup de stress. Quels sont
les outils dont on peut disposer, quoi, concrètement. Alors, le premier outil, c'est notre super pouvoir, notre vrai super pouvoir, qui est la respiration. Si on est stressé, on a tendance à bloquer la respiration et on va empêcher notre cerveau de penser correctement. Alors, il y a, comme je le disais, il y a du stress qui vient de l'intérieur et du stress qui vient de l'extérieur. Sur l'extérieur, on n'a pas toujours la main. Et quand on a une panne de micro, je vous donne un exemple sur une conférence que j'ai organisée chez Accor, que j'ai animée chez Accor il y a quelques années. Avant 5 minutes avant la conférence, on n'arrivait pas à brancher la connectique, donc c'est jamais eu un premier facteur de stress. Deuxième facteur de stress, j'ai une conférence où à un moment je fais lever tout le monde et je dis tout le monde debout et tout le monde claque dans les mains. Premier rang arrive une dame qui n'avait ni bras ni jambes. Et là, dans votre tête, bon, ça tourne. Est-ce que je change mon programme? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je ne fais rien. J'ai lâché prise. J'en ai rien touché. Et en plein milieu de la conférence, eh bien, il y a eu que panne de micro. Donc, il y a eu imprévu sur imprévu qui était censé augmenter mon niveau de stress. La technique, justement, c'est le lâcher prise. C'est vraiment le pouvoir du lâcher prise. Le premier, c'est la respiration. C'est je calme mon cœur, je réduis mon rythme cardiaque qui s'accélère parce que c'est mon signal d'alarme. Et le deuxième, eh bien, c'est j'accepte de lâcher prise sur ce qui arrive. J'accepte les événements tels qu'ils sont. Je n'ai pas la main dessus, ça sert absolument rien. Lorsque vous êtes même en régie et qu'à un moment votre vidéoprojecteur tombe en panne, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Eh bien, ça s'appelle l'effet démo. Moi, ça m'est arrivé 10 000 fois dans ma vie d'organisateur d'événements. Et en effet, il faut savoir juste lâcher prise. Il y a un truc. Je ne sais pas si vous connaissez les chasseurs de singes en Inde. Ils ont une technique particulière. Ils creusent une noix de coco, ils font un trou dedans et ils mettent une sucrerie à l'intérieur. Le singe arrive, passe la main à l'intérieur de la noix de coco et serre la sucrerie, essaie de retirer sa main et elle est coincée. Il a la possibilité de lâcher la sucrerie et de sortir la main. Non, il reste totalement accroché à la sucrerie et c'est comme ça qu'on les attrape. Eh bien, nous, dans la vie, on n'arrête pas de s'accrocher à plein de trucs et c'est le fait de s'accrocher qui fait que mentalement, on est trop en prise avec le stress, c'est-à-dire qu'on combat avec le stress au lieu de laisser tomber les choses. Lorsque vous êtes face à une panne de micro, alors, plus on maîtrise les imprévus, plus on prévoit. Moi, je me balade avec 10 000 connectiques, tous les câbles possibles et tous les adaptateurs maintenant que j'ai eu les pannes. Quand il y a un micro sur scène, je demande toujours un micro spare à côté. Donc, je prévois tous les backups qui vont me permettre de ne pas stresser. Ça, c'est les outils externes. Et puis, les outils internes, c'est mentalement, je suis dans une posture qui dit, de toute façon, ça va bien se passer. À aucun moment, je dis, ça va mal se passer, parce que je suis un fan de la loi d'attraction, on en a parlé hier. Si je pense négatif, j'attire le négatif. Si je dis, ça va mal se passer, je vais amplifier la situation avec mon stress. Si je dis ça va bien se passer, j'accueille la situation et j'ai foi en l'univers et dans la possibilité que tout se passe très très bien, eh bien ça se déroule de la meilleure manière et puis c'est notre capacité aussi à rebondir. Moi, il y a quelques années, j'organisais un événement dans dans un des halls du pavillon de la Porte de Versailles avec le président de Gaz de France qui faisait l'annonce de la fusion GDF-Suez. Et on a eu une panne d'électricité qui a été provoquée par les syndicats d'ailleurs. Et il a fait un one-man show a cappella, sans micro, pour 1500 personnes. Et ce jour-là, le président, qui n'était franchement pas un super, qui avait pas une cote de popularité extraordinaire, est devenu vraiment une icône. Donc, ça peut changer la vie lorsqu'on réagit bien. C'est comme quand on monte sur scène et qu'on a une tache sur la cravate. C'est à nous de rebondir dessus et de nous dire, si je me focalise sur la tâche et que j'en fais une prison mentale, je ne vais penser qu'à ça pendant tout mon show. Si je rentre sur scène et je dis, tiens, vous avez cette tâche, je vais vous raconter son histoire. Et on rebondit dessus et l'humour va beaucoup aider à lâcher prise. Je communique beaucoup sur le pouvoir de l'optimisme. J'appelle ça le pouvoir de la banane, c'est-à-dire d'avoir le sourire à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir le communiquer et dans toutes les situations, dédramatiser et faire en sorte que tout se passe bien. Donc, l'idée, c'est de poser un regard optimiste, positif sur chaque chose de la vie, sur chaque personne aussi, c'est pas toujours évident, et en fait, partir à la chasse à ces pensées négatives, à contester nos pensées négatives. Et en fait, c'est vrai que la phrase destructrice, tueuse de motivation, c'est je ne vais pas y arriver, je vais me planter. Et on met un enjeu dans chaque chose.
J'accompagne en coaching des personnes en prise de parole qui me disent je ne sais pas prendre la parole. Et quand on fouille un peu, elles ne savent pas prendre la parole lorsqu'elles sont face à des personnes qu'elles admirent ou qui sont au-dessus d'elles. Et ça veut dire Alors qu'elles ont mis justement, Stéphane, un on enjeu. va parler de ça dans un instant, de la prise de parole en public, parce que, comme tu nous l'as dit, ça fait partie des grandes peurs de l'humanité. Je voudrais signaler à tout le monde, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, que nous aussi, comme tu le disais à l'instant, nous avons des backups ici et que tout est enregistré, comme le rappelait Philippe Boulanger tout à l'heure, sur la chaîne YouTube de la FCP. Ça, c'est une première chose. Et que cette room, qui ce soir traite du stress et de comment faire du stress un allié, est co-organisée par lesspeakers.com d'Éric Blot et par l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, dirigée par Philippe Boulanger, qui en est le président, jusque dans très peu de temps d'ailleurs. Et ça, on reparlera avec Aude Milési, j'imagine, très bientôt. Chaque soir, une room différente, une thématique différente, des conférenciers différents et toujours de la prise de parole par vous, vous toutes, vous tous, pour poser des questions et pour interagir. Prise de parole donc. Alors Stéphane, l'une des grandes peurs, qu'est-ce qui fait que l'on est stressé quand on doit prendre la parole en public? Et comment on peut combattre ça? C'est exactement le thème sur lequel j'étais, c'est-à-dire d'être dans un mode enjeu. Quand je dis enjeu, c'est l'enjeu N-J-E-U, et c'est le enjeu J-E. Je ne vais pas y arriver, je vais me faire bouffer tout cru, je vais être nul. Parce que oui, il y a des personnes qui, évidemment, ne sont pas des orateurs nés. Lorsqu'on fait monter des personnes sur scène dans une convention, eh bien, leur métier, ce n'est pas de parler en public. On n'est pas loin de la deuxième peur après la mort, la prise de parole en public. Je l'utilisais énormément dans les formations pour dire, voilà, si demain on vous demandait d'aller monter sur scène pour parler de votre métier devant 1500 personnes, et quelle émotion vous ressentiriez? Et on est en fait en effet une flopée d'émotions, une surcharge émotionnelle qui est franchement totalement due à notre mental. Une pensée est le pendant, enfin une émotion est le pendant d'une pensée. Donc chasser ces pensées négatives, chasser les pensées qui sont tueuses de motivation vont nous permettre de réussir à modifier notre rapport à ce que nous vivons. Et dans la prise de parole en public, alors il faut savoir que stress et trac sont des synonymes. Trac, c'est juste le stress lié à la prise de parole en public. Oui, alors on disait qu'il y avait du stress, du bon stress et du mauvais stress, et en fait c'est faux. Il y a de l'adaptation positive au stress ou une adaptation négative au stress. Si je réalise que ce que je vis, c'est un challenge à relever, un défi à relever et non un obstacle ou une montagne infranchissable, je transforme le mauvais stress en bon stress. On appelle ça la double évaluation, c'est-à-dire je prends conscience que le stress est mon signal d'alarme, je prends conscience que je peux passer en mode challenge, en mode combat et pas en mode fuite, et je transforme mon mauvais stress en stress positif. Et lorsqu'on est dans le stress positif... Stéphane, c'est ce que nous disait finalement tout à l'heure notre boxeur, où il y avait deux boxeurs qui avaient chacun un état d'esprit complètement différent face justement à ces situations de stress. Un petit mot de Philippe Boulanger pour rebondir sur ce thème. Oui, en fait, quand on parlait de la peur de prendre la parole en public par rapport à la peur de la mort, qui en fait, et la peur de la mort est inférieure en fait à la prise de parole en public. J'ai retrouvé, ça y est, c'est m'est revenu, les bulles sont montées dans mon cerveau. C'est Seinfeld qui disait, oui, c'est lui qui disait que, oui, c'est lui qui disait qu'effectivement, si tu es invité à un enterrement, tu préfères être dans le cercueil plutôt que de prononcer l'oraison funèbre. Hein, voilà, c'était sa touche d'humour sur le sujet. Voilà, ça m'a pris une demi-heure pour retrouver l'origine, mais c'est revenu dans ma mémoire. Voilà. C'est intéressant parce que je voulais juste rebondir avec Stéphane et ce que dit Philippe, parce que j'allais justement poser la question à Stéphane. Mais finalement, toutes les peurs profondes qu'on a, parce que finalement, le stress vient de ces peurs profondes qui ne se... Non, d'accord, ok, tu vas me dire. Alors non, justement. Parce qu'en fait, je vais aller jusqu'au bout de ma question. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Finalement, tout le stress ne vient pas, enfin, toutes les peurs profondes, en tout cas, c'est la peur de la mort, c'est l'attachement trop fragile par rapport au terrestre. C'est se détacher tout en émettant du cœur. On a des facteurs d'individualisation qui sont vraiment très, très personnels. Alors, je parlais de la personnalité tout à l'heure, mais le fait simplement d'avoir déjà vécu une situation négative, si un jour je suis monté sur scène et que j'ai eu des imprévus
et que je ne suis pas dans le lâcher prise, eh bien le stress a de la mémoire et il va me le rappeler. Moi, il y a quelques années, je suis tombé dans d'un ascenseur. Un ascenseur est tombé de 17 étages dans une tour de Bagnolet. Et évidemment, chaque fois que je remontais dans un ascenseur, au cours des 10 années qui ont suivi, je stressais. Si vous avez mis une tarte aux pommes dans le four et que vous l'avez brûlée, chaque fois que vous remettrez votre tarte aux pommes dans le four, eh bien, vous penserez à votre tarte aux pommes brûlée. Et le stress, Alors, ça, c'est un facteur. Stéphane, il faudrait qu'on avance un peu parce que Ouais, on est proche de la fin. Il y a 2 points encore que je te propose d'aborder. Un, est-ce que le digital suscite un stress particulier et de quel ordre est-il? Alors là, Tout ce que nous vivons en ce moment. On est sur du technostress avec le digital. Le fait, je parlais du changement, je parlais de la perte de contrôle, je parlais de l'imprévisibilité. Tout ça est mélangé dans le digital. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai fait une conférence où d'un seul coup j'ai eu une surtension et un spot a explosé, le replay n'a pas fonctionné, la conférence a été interrompue. Là, on est dans les imprévus du digital. La perte de contrôle parce qu'on est dépendant de la connexion et de la qualité de la connexion, évidemment, et aussi des outils technologiques dont parfois on ne maîtrise pas toujours les aléas. Et puis, et le digital aussi a un impact directement sur notre cerveau. Nous sommes en surcharge mentale et en conflit neuronal permanent, notamment lorsque nous travaillons par exemple sur 2 plateformes comme en ce moment. C'est un facteur de stress. Lorsque vous téléphonez, que vous répondez à un mail en même temps, c'est facteur de stress parce qu'il y a conflit neuronal, vous êtes en surcharge mentale. Donc là, on n'est pas dans le stress, mais on est dans le technostress qui est différent. Et sur la prise de parole en public, liée au digital, on retrouve les mêmes éléments, mais on est moins stressé lorsqu'on est en digital, parce qu'on est moins exposé, on n'est pas sur scène, on n'est pas dans la lumière finalement comme on l'est lorsqu'on est sur scène. Donc on n'a pas les mêmes facteurs de stress quand on intervient en digital. Dans le digital, tout le monde est exposé un peu de la même façon. Celui Exactement. qui parle, celui qui reçoit, parce que tout le monde est visible. Oui, tout à fait. Bien. Stéphane, on arrive vers la fin de cette room. Comment faire du stress un allié? Si on veut se résumer, quels sont les principaux points à garder en tête? Alors, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on va dépasser un petit peu? Est-ce qu'on peut dépasser? Ma question est là. Ça serait chouette qu'on dépasse un peu parce que c'est très, très intéressant. Parce que je voudrais vous faire expérimenter. Alors allons-y. On est sous les ordres du déplacement. starter. Allons-y. Merci. Okay. Merci. Stéphane. Alors, une des grandes clés, et c'est la clé de l'optimiste, hein, c'est l'optimiste, c'est il accepte le négatif en refusant de s'y attarder. Ça, c'est un mot de Philippe Gabillet qui intervient beaucoup évidemment sur le thème de l'optimisme. Moi, je fais partie aussi des ambassadeurs de l'optimisme en France. Et bien, en fait, une des clés de l'optimisme, c'est passer du mode enjeu au mode jeu, c'est-à-dire de faire un jeu de chaque chose, de chaque situation, et à chaque fois de se dire, de toute façon, c'est pas grave, une partie de cartes, des fois on les perd, des fois on les gagne, et puis quand on les perd, on apprend à gagner la suivante. C'est ça le principe de l'optimisme. Alors ça, c'est le mental. Et puis, on a des outils aussi, des clés pour chasser le mental. Karine, tu disais, on a une radio mentale en permanence allumée dans la tête. On a entre 60 000 et 70 000 pensées qui nous arrivent chaque jour en vrac et qui viennent nous assaillir pendant des moments où on n'en a absolument pas besoin, sur tous les thématiques. Les pensées parasites. Parasite, voilà, c'est ce qu'on appelle le vagabondage cérébral, et on a besoin d'éteindre cette radio. Et on a la possibilité de l'éteindre. Comment? Eh bien, avec une technique qui s'appelle la pleine conscience. Et je vais vous donner des petits trucs. Pour retrouver de la concentration, par exemple, de la vigilance et chasser ces pensées négatives juste avant une prise de parole. Par exemple, utilisez votre main opposée. Vous avez une main dominante. Si vous êtes droitier, c'est la main droite. Eh bien, utilisez la main gauche pour prendre votre verre d'eau, pour faire différentes choses, et la préhension avec la main opposée va vous faire vous concentrer beaucoup plus facilement. Une autre technique, par exemple lorsqu'on sera en présentiel, c'est de vous laver les mains en conscience. Se laver les mains en conscience, c'est d'être dans l'expérience vécue totalement, c'est-à-dire qu'on va écouter le bruit de l'eau, on va ressentir le contact de l'eau, on va mettre du savon, on va sentir l'odeur du savon, et être totalement dans l'expérience vécue. Et là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire une expérience de pleine conscience. Je vais vous proposer, là où vous êtes, de prendre l'objet de votre choix et de le mettre dans votre main. Ok. N'importe quelle main? N'importe quelle main.
Et dans un premier temps, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration et à découvrir peut-être pour la première fois votre respiration et le trajet de votre respiration depuis vos narines jusqu'à votre poitrine, en décomposant ce trajet, en le vivant totalement, en étant dans peut-être une vague qui va et qui vient, en surfant sur la vague de votre respiration, dans un sens, puis dans l'autre, et en décomposant ce trajet, en acceptant d'être totalement focalisé sur votre respiration et rien d'autre. En effet, la respiration est une vague qui va et qui vient. Vous pouvez même, en montant, en amplifiant le bruit de votre respiration, entendre le bruit de cette vague. Chaque fois qu'une pensée se présente, eh bien, on revient à la présence, à la conscience de sa respiration dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez remarquer d'ailleurs le mouvement de l'air dans votre poitrine. Elle se soulève à l'inspiration, se relâche à l'expiration, comme la vague qui vient sur la plage, et repart vers le large, avec les pensées, avec les tensions, avec les doutes. Vous pouvez même remarquer que tout votre corps respire. Chaque partie de votre corps, imperceptiblement, est mise en mouvement par votre souffle. À présent, je vais vous inviter à vous concentrer sur l'objet que vous avez dans les mains comme si vous étiez un non-voyant. Et vous allez explorer cet objet en vous posant des questions intérieures avec votre voix mentale. Quel est son volume? Quel est son poids? Quelle est sa forme? Vous l'explorez du bout des doigts. Quelle est sa matière? Sa texture ou ses textures peut-être? Caressez-le, effleurez-le. Est-ce qu'il est chaud ou est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est sec, humide? Vous pouvez même le mettre sous vos narines et sentir peut-être l'odeur de cet objet. Et lorsque vous avez exploré totalement cet objet sur le plan tactile, eh bien vous allez ouvrir les yeux comme un enfant qui s'éveille et qui découvre pour la première fois un objet qu'il ne connaît pas et qui va s'interroger intérieurement sur ce qu'il voit. La couleur de l'objet, la matière, la forme, les moindres détails, les petites aspérités que vous avez senties sur le plan tactile, vous les découvrez visibles avec votre sens visuel. Et toujours intérieurement, par exemple, si cet objet a quelque chose d'écrit dessus, vous lisez à voix haute dans votre tête ce qui est écrit. Et là, en quelques petites minutes, eh bien, vous avez éteint la radio mentale. Vous étiez totalement concentré. Vous avez focalisé votre attention et fait une diversion mentale en détournant l'attention de votre cerveau sur autre chose que ce qui le préoccupait lui. Cette technique est infaillible et vous pouvez la faire en quelques petites minutes, 2 minutes, en activant simplement l'un des sens. C'est valable pour la prise de parole en public, mais c'est valable lorsque vous êtes en voiture et que vous commencez à être somnolent. Pour retrouver de la vigilance, eh bien faites la même chose. Concentrez-vous sur le contact avec le volant et puis lisez à voix haute tout ce que vous voyez autour de vous et les plaques d'immatriculation, les panneaux de signalisation. Et vous allez voir que très rapidement, eh bien, vous revenez à un état de présence totale. Une deuxième clé aussi qui est extrêmement importante, et notre boxeur nous le disait, pour un sportif, comme pour l'accouchement d'une femme, comme pour une prise de parole en public, eh bien, c'est la préparation de l'intervention qui est essentielle. Une préparation mentale. Il y a des sportifs qui disent que même il n'y a que le mental qui compte. Je connais une fille qui s'est lancée dans des Ironman alors qu'elle ne faisait aucun sport. Alors elle est arrivée peut-être dernière, mais elle est arrivée. Eh bien, la préparation mentale, c'est la capacité à visualiser positivement le futur. C'est-à-dire à créer le futur tel qu'on l'imagine. Et ça, c'est génial, c'est l'IRM qui nous a amené à découvrir ça, c'est-à-dire que le mental, le cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc visualiser
les applaudissements de la foule et pas visualiser votre intervention, comme on fait visualiser le bébé et non l'accouchement à une femme enceinte, eh bien, va vous permettre de vous projeter dans la réussite et de potentialiser cette réussite. Et on peut même aller la chercher dans le passé, en revivant une situation où on a reçu des applaudissements, des félicitations, des bravos, lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on a une peur qui a surgi d'un seul coup, eh bien, on va aller chercher cette réussite passée pour la ramener à l'instant présent et en faire une réalité et la faire grandir en nous grâce à la respiration. Vous inspirez toutes les émotions positives que vous avez vécues dans le passé pour les ramener et les projeter à l'intérieur, et vous allez voir que ça change tout en termes de préparation mentale. Donc là, c'est pour se préparer à l'événement. Et puis, il y a des fois où malheureusement, il vous est arrivé un deuil, il vous est arrivé une grosse tuile. Je me souviens de Franck Dubosc qui a perdu son papa juste au moment de monter sur scène, il a appris juste au moment de monter sur scène sur un show au Zénith, je crois, et il a fait le show. Et il avait le sourire et il a fait ce pourquoi il était payé. Il est parfois difficile de sourire et d'être dans un état hyper positif lorsque dans notre vie il y a une tuile, il y a un drame. Donc une technique, c'est d'aller chercher son sourire intérieur. Et pour terminer, je vais vous proposer là de faire cette expérience. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez aller chercher dans votre passé récent ou plus ou moins lointain, eh bien, un événement positif, 100% positif, 100% réjouissant, dans lequel vous pouvez dire que c'était le bonheur parfait, c'était le moment génial, c'était peut-être au restaurant avec des amis, un moment où vous avez partagé des émotions. Eh bien, vous allez le vivre en vous immergeant total dans cet événement, dans cette scène, en revivant, en revoyant, en touchant et en sentant. Revivez d'abord l'endroit où vous êtes, avec vos yeux. Revoyez le décor dans lequel vous êtes, les objets qui sont autour de vous, les personnes qui sont autour de vous. Allez chercher peut-être les sons qui sont liés à ce moment particulier. Il y a peut-être des éclats de rire. Il y a des mots particuliers qui ont été prononcés. C'était peut-être un anniversaire et on a peut-être chanté joyeux anniversaire. Et du coup, il y a peut-être l'odeur du gâteau, l'odeur des bougies que l'on souffle, qui est une odeur très particulière. Activez vos sens en revivant cette scène et observez les sourires sur les visages. Vous pouvez même vous projeter, vous, comme un drone et vous mettre en position de spectateur de ce que vous êtes ce jour-là et voyez votre propre sourire. Ressentez les émotions positives que tout le monde ressent à ce moment-là, des rires partagés, la joie, un moment particulier de joie, que vous allez faire remonter en vous. Ressentez ce frisson de plaisir qui monte simplement à l'évocation de ce moment de bonheur parfait. Et inspirez ce moment, inspirez ces émotions. Et en expirant avec votre bouche, eh bien, vous les diffusez à l'intérieur de votre corps, vous vous imbibez de ce moment de bonheur. Et vous faites éclore un sourire intérieur qui était là ce jour-là, pour vous le dessiner à l'extérieur. Et puis le communiquer aux autres, le communiquer autour de vous, le communiquer à votre audience lorsque vous êtes sur scène. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Merci Stéphane. Merci pour ce partage. Avant qu'on termine, je propose que nous allions vers quelqu'un qui connaît un peu tous ces domaines que tu viens d'explorer, qui est mentaliste, conférencier, qui est hypnotiseur. Il s'agit de Jay, si j'ai bien compris. Jay ? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. Bonsoir Stéphane, Eric, Philippe. Dans ton activité, tout ce que vient de dire Stéphane, je pense que ça ne t'est pas étranger et bien que sûr. Tu connais bien le stress et celui des autres, surtout. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on va avoir des mots différents. On va parler d'état modifié de conscience. Stéphane va parler de pleine conscience. Mais ce qu'il vient de faire, c'est une séance de sophrologie et d'hypnose. Et on utilise les mêmes techniques. En fait, c'est des cousins. On est cousins. C'est des cousins. On met pas complètement les mêmes mots, mais c'est la même chose. L'imaginaire est une façon de modifier un état de conscience, de modifier une façon de voir les choses. Et notre cerveau, tout simplement parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre notre imaginaire
ou la réalité. Si par exemple, vous tendez le bras et que vous imaginez tendre le bras, pour notre cerveau, c'est la même chose. Donc, ce qu'il a fait là, c'est tout simplement nous faire utiliser notre imaginaire, nous faire fermer les yeux, qui déjà modifie notre état de conscience, et tout simplement imaginer des choses, ressentir des choses. Quand on avait un objet dans la main, parce que j'ai fait l'exercice aussi, on ressentait des choses, on faisait appel à nos sens qui n'étaient plus la vue, qui était le toucher, et ça change effectivement la vision des choses et la façon dont laquelle on est, notre état d'esprit. Et en hypnose, on va pouvoir aussi modifier. Alors je vais essayer d'être court parce que vous essayez de fermer la room aussi. Oui, l'hypnose, c'est surtout de la suggestion. Alors, l'hypnose, moi je vois ça comme ça. L'hypnotiseur, c'est un informaticien du cerveau et il va reprogrammer un programme. Le stress est un programme de survie, un programme de protection de notre façon de fonctionner, de notre cerveau. La phobie s'y apparente quelque part, et la peur s'y apparente aussi. C'est un type de peur, le stress, mais c'est fait pour nous protéger, et c'est bénéfique, le stress. Il faut savoir l'accueillir et savoir quel message il nous dit. Mais des fois, c'est aussi un réflexe qu'on a automatisé et qu'on a mal automatisé et qui arrive pas au bon moment. Et l'hypnose va permettre à une personne de se libérer de ce programme complètement. C'est-à-dire qu'elle ne va plus réagir en stress, elle va réagir en neutralité, par exemple, si elle en a besoin. Voilà, et récemment, j'ai aidé une jeune fille avec de l'hypnothérapie sur Clubhouse, justement, où elle avait la phobie, le stress de parler en public. Et on a fait une séance, et en une séance, ça s'est passé très bien. Et puis elle a eu un examen le lendemain, et ça s'est passé merveilleusement bien. Elle levait la main en cours alors qu'elle ne le faisait plus. Voilà, c'est une reprogrammation des différents programmes que notre ordinateur, qui est notre cerveau, c'est un ordinateur hyper puissant qui crée des programmes de protection, mais qui des fois ne sait pas les déprogrammer. Et avec l'hypnose, on accède au DOS de notre cerveau. Il y a le window, qui est le mental, qui est la conscience, le conscient, de ce que l'on voit du conscient. Et il y a derrière un langage de programmation qui est l'imaginaire. C'est pour ça que je dis, quand Stéphane nous fait travailler sur notre imaginaire, c'est le langage de reprogrammation de notre cerveau. Et bien sûr, c'est le langage parlé aussi, qui est le langage de reprogrammation aussi. La sophrologie intervient sur le subconscient, là où l'hypnose intervient sur l'inconscient. On est sur des fréquences cérébrales qui sont différentes, qui sont proches l'une de l'autre. L'une est très proche du sommeil avec la sophrologie et on rentre dans un état totalement... Messieurs, on va peut-être vous laisser parler cuisine un peu plus tard, tous les deux, parce que là, on est obligé de conclure. Jay, un grand merci pour ce témoignage qui est vraiment très intéressant et qui est très proche de ce que l'on fait. Et on connaît tous les bienfaits de l'hypnose, y compris dans des opérations chirurgicales où on ouvre sans anesthésie, entre autres. Alors, on va conclure maintenant. Stéphane, très rapidement, les 3 points clés que nous devons garder pour lutter efficacement et faire du stress un allié. Quels sont-ils ? Alors, la première clé, c'est de changer de regard sur le stress. Aujourd'hui, là, vous avez les clés pour comprendre que le stress n'est rien d'autre que notre système d'alarme interne et que face à une situation de stress, vous avez 2 choix, combattre ou fuir, fight or flight. C'est-à-dire que soit vous vous tétanisez, soit vous allez au combat et vous faites de cette situation non pas une montagne infranchissable, mais un vrai challenge ou un vrai défi. Là, la différence, elle est là. La première, elle est déjà de changer de posture face au stress. La deuxième, c'est d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire de connaître vos signaux d'alerte quand vous stressez, comment vous réagissez sur le plan émotionnel. Est-ce que vous êtes plutôt irritable, colérique, ou est-ce que vous êtes plutôt anxieux, dépressif, ou vous découragez? C'est des manières récurrentes qu'on a de vivre le stress. Physiologique aussi, comment vous vivez le stress physiquement. Ou est-ce que le problème, c'est que notre corps, c'est un peu un tableau de bord de Boeing 747. Il y a des voyants qui s'allument et on n'a pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi, vous pouvez l'avoir simplement en réalisant que lorsque vous avez une cervicalgie, lorsqu'au moment de monter sur scène, vous avez une laryngite, c'est bizarre, tiens. Lorsque vous avez un entretien un peu compliqué, vous avez les lombaires qui se verrouillent, que vous avez mal au ventre, que vous avez envie d'aller aux toilettes, ce sont des signaux récurrents, vous avez le mode d'emploi du 747. Et le troisième, c'est changer son mode de pensée. C'est-à-dire partir à la chasse aux pensées négatives, traquer nos pensées négatives qui sont nos tueurs de motivation,
qui sont souvent liées à ce qu'on appelle les croyances limitantes. On a parlé tout à l'heure et on a parlé hier aussi. Et changer son mode de pensée, eh bien, je vais vous lancer un challenge. Pour les 7 jours à venir, changer son mode de pensée, c'est arrêter d'être dans la critique, arrêter d'être dans le jugement, mais surtout arrêter d'avoir des phrases tournées à la négation. Je vais vous proposer pendant une semaine de ne faire aucune phrase tournée à la négation. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir une phrase négative, eh bien, je dis bien tourner à la négation, elle n'est pas obligatoirement négative. Mais dans ces cas-là, vous allez la transformer en affirmation positive et constructive. Pour vous y aider, si vous avez un bracelet, si vous avez une montre, eh bien, à chaque fois que vous avez une pensée négative à tourner à l'affirmative, changez de poignée. Si vous n'avez pas de montre, prenez un élastique et chaque fois que vous avez une pensée négative, eh bien, claquez l'élastique, vous allez voir que vous allez claquer un certain nombre de fois. Et au bout d'un moment, vous allez vous calmer. Très bonne idée. Merci, en fait, un grand merci. C'est la grande spécialité de Aude Milesi. Aude Milesi, qui, je le rappelle, sera la prochaine présidente de l'Association française des conférenciers professionnels. C'est une spécialiste pour justement... les pensées positives. Les pensées positives, absolument. La communication positive. Voilà. Stéphane Yaïch était donc l'invité de cette room ce soir sur les Speakers Conference Club et sur Zoom avec l'AFCP. Merci Stéphane. Chasseur-de-stress.com, vous saurez tout pour entrer ou rester en contact avec lui et profiter de ses bons conseils. Un grand merci à toi Stéphane et on va retrouver Philippe Boulanger pour clore la session. Bah écoute, c'est gentil. Alors, moi, je remercie encore une fois Stéphane pour l'excellence de ton intervention et toi aussi, Christian, évidemment, pour avoir mené de main de maître cette interview. Donc, encore une fois, on vous rappelle tous les jours à 18h30, on a cette room, bien que demain, on ait encore un doute sur la personne qui doit être présente. Et on va voir ça avec Eric juste après cette room pour nous resynchroniser. Ça, c'est l'avantage de Clubhouse, c'est qu'on est très, très en temps réel, quelque part, sur les interventions. Et très réactif. Voilà, et très réactif. Donc, c'est une agilité extrême dans ce cadre-là. On avait évoqué justement avec Jay, qui est monté avec nous on stage, de faire cette animation avec lui demain. Il me semble que c'est ce qu'on s'était dit. Je crois qu'il avait accepté de ce rendez-vous. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je suis là, je vous écoute. Ouais, c'est pour ça que je t'ai fait remonter. Est-ce que ça te tente d'être notre guest demain à 18h30? Est-ce que tu as un planning qui te le permet? Est-ce que tu as envie de nous présenter un petit peu ce que tu fais en conférence? Oui, avec plaisir. Là, je viens de regarder. Ouais, non, demain, je peux être là. D'accord. Donc il faut qu'on arrive à récupérer, synchroniser par téléphone pour préparer un petit peu ça avec un maître de cérémonie et puis on roule en fonction de ton agenda. Essayer de te prendre une demi-heure dans la journée pour préparer cette entrevue. La magie du direct. Avec plaisir. Eh ben impeccable. Ok, parfait. Bah, tu vois ça avec Eric, tu vois ça avec Jay directement? Entendu, on va se retrouver via LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Voilà, c'est ça, puisqu'en fait, tu as l'avantage du non-décalage horaire par rapport à moi. Donc, juste pour information, hein, le moment de bonheur dont parlait tout à l'heure Stéphane, je l'ai vécu pas plus tard que dimanche, où j'étais dans les vagues à 28 degrés en Floride. Et donc... c'est profondément déloyal. Oui. Ça énerve. Je m'en suis rappelé avec beaucoup de bonheur et j'avais vraiment la banane. Merci Stéphane, ça m'a fait vraiment plaisir. Bien. Et bien écoutez, sur ce, on va clôturer la room. J'envoie le jingle de fin et je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cette superbe room. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Cliquez sur la petite maison verte en haut pour vous abonner, pour suivre les Speakers Conference Club et avoir les alertes tous les soirs du thème qu'on envoie. Et puis Jay, on se contacte via LinkedIn si tu veux bien pour programmer celle de demain. Oui, mais on peut même se faire une petite room privée là tous les Allez, trois. ça marche, super. Bon, bonne soirée. Bye bye. Merci Stéphane, c'était vraiment top. Super, merci beaucoup. À bientôt dans la vraie vie.